Juste un petit problème pour partager l'écran. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, ça va être bon. Excusez-moi pour ceux d'entre vous là, qui êtes à la maison, est-ce que vous pouvez me dire que vous entendez ma voix et que surtout vous voyez l'écran, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, d'accord. N'hésitez pas à poser des questions. Je termine, là j'ai terminé tout à l'heure un petit peu, pas forcément en avance. Voilà, le léger, bon, c'est pas un peu de retard, non? C'est aussi quelques minutes de retard. Voilà. Alors, donc on aborde un autre chapitre d'électricité. Alors, voilà, donc il s'agit du redressement non commandé. Donc alors on a vu plusieurs, on a déjà vu une fonction de l'électronique de puissance, donc qui était la fonction hacheur. Un hacheur, ça consiste à réaliser un dispositif qui permet, avec l'électronique de puissance, donc des diodes et des transistors donc à base de semi-conducteurs, qui permet donc de faire varier une tension continue fixe, en jouant sur le rapport cyclique de commande du hacheur, donc des transistors. Voilà, donc ça c'est un dispositif qui permet d'alimenter correctement, de faire fonctionner correctement une machine à courant continu. Ici, ce qu'on va voir, c'est comment on passe d'un signal sinusoïdal ou périodique à un signal redressé. Donc, c'est une fonction qui est extrêmement importante, même pour faire fonctionner un hacheur. Pour avoir la tension continue de départ, ben, il faut forcément partir du réseau électrique, puisque vous voyez ce qu'on trouve sur le réseau, ce sont des tensions alternatives, et il faut donc en faire une tension continue. C'est ça qu'on appelle le redressement. Donc là, la fonction redressement, c'est une fonction qui est extrêmement importante. Donc elle peut servir, vous voyez, de transformation préliminaire avant d'aborder une autre transformation. Donc pour alimenter un hacheur, on a besoin d'abord de redresser la tension, et ensuite on a le dispositif qui permet de faire varier la valeur de la tension continue. Et vous avez également les onduleurs qui permettent d'alimenter les moteurs asynchrones, comme les moteurs de TGV par exemple, ou de voitures électriques. Donc ces moteurs-là, ils ont besoin donc au préalable d'avoir un premier redressement pour ensuite pouvoir alimenter le onduleur, et puis l'onduleur, lui, va permettre d'avoir des tensions périodiques, mais de fréquence fondamentale réglables. C'est la fonction du onduleur. Vous verrez ça l'année prochaine, en troisième année, lorsque vous ferez la commande des moteurs synchrones et asynchrones. Voilà, donc la fonction redressement, donc c'est une fonction qui a bien sûr intéressé les ingénieurs depuis très longtemps, et on faisait déjà du redressement on avait besoin de redresser avant de le faire avec des diodes à semi-conducteurs. Les diodes à semi-conducteurs de puissance, elles sont arrivées plutôt dans les années 60-70. N'oubliez pas que les transistors, les transistors à semi-conducteurs, c'est relativement récent. C'est la deuxième moitié du XXe siècle. Donc ça, voilà, ça a un peu plus de 50 ans, on va dire. Donc tout ce qui est électronique à base de semi-conducteurs. Puisqu'il a été encore plus tardif, c'est l'électronique de puissance, les semi-conducteurs. C'était des semi-conducteurs capables de tenir des forts courants ou des tensions inverses assez élevées également. Voilà. Donc du coup, vous voyez l'usage de la diode pour le redressement en électronique de puissance. C'est plutôt les années 70 que les années 50. Vous voyez, donc avant, il y avait d'autres types de redresseurs, plutôt des dispositifs un peu chimiques, donc à base de métal oxyde ou sélénofer, en fait. Vous pourrez regarder un petit peu, ou à base de gaz, etc. C'était comme ça qu'on redressait donc, des courants. On avait besoin, donc, bien sûr, dans le domaine de la traction, on avait besoin également en chimie pour faire de l'électrolyse, des choses comme ça. Voilà.
Donc après l'avènement des semi-conducteurs, donc depuis les années 70, ça a remplacé complètement ces dispositifs par des dispositifs à semi-conducteurs. Alors, le redressement, donc je vous dis qu'on s'en sert comme fonction préalable à un autre type de conversion. Bon, c'est le cas des onduleurs ou des hacheurs. On s'en sert beaucoup également en chimie, en métallurgie, en galvanoplastie. Et juste l'électrolyse de l'alumine dans le procédé qui permet de faire de l'aluminium, ça utilise des très très forts courants continus. On a besoin de redresser. Après, vous avez aussi toutes les applications de très faible puissance. Quand vous rechargez, si vous rechargez un téléphone, un ordinateur, etc., vous branchez une prise. Dans la prise, il y a un redresseur. Bien sûr, un redresseur qui redresse des petits courants et des faibles courants sous des faibles tensions. Là, on est dans le domaine plutôt de l'électronique de puissance. Voilà. Alors, il y a deux types de redresseurs. Donc, il y a des redresseurs non commandés, donc des redresseurs à base de diode, c'est-à-dire que vous avez une tension qui est bien fixe à partir d'une tension alternative. Et vous avez des redresseurs commandés qui, eux, utilisent des thyristors. Un thyristor, je vous rappelle que c'était un interrupteur qui était commandable à l'amorçage et ensuite qui s'ouvre naturellement, un peu comme une diode. Et les thyristors permettent de faire des redresseurs commandés, c'est-à-dire des redresseurs qui vont sortir une tension continue, mais une tension continue qui est variable. D'accord ? Voilà. Ça, on les étudiait jusqu'à il y a 3-4 ans, et puis on a préféré remplacer l'étude des redresseurs commandés par l'étude des hacheurs, parce que qui est quand même plus d'actualité. Voilà, puisque, voilà, la commande des machines à courant continu se fait par des hacheurs, donc c'est quand même plus important de voir le hacheur, d'autant que vous allez, on va vous en reparler ensuite en troisième année, que de voir ensuite les redresseurs commandés qui sont malgré tout de moins en moins utilisés, puisqu'ils utilisent des thyristors, qui est un composant qui a été pratiquement supplanté par les transistors. Voilà, alors, quand vous avez, donc, on fait l'étude d'un pont redresseur. Alors, j'ai effacé un peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, on va trouver dans le pont redresseur deux types de groupements qu'il faut bien distinguer. Ce sont des groupements en cathode commune et des groupements anode commune. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un groupement cathode commune? C'est un groupement de diodes par la cathode. Vous voyez là, c'est la barre sur le symbole. Je vous rappelle que c'est la cathode. Donc ici, vous voyez, j'ai la cathode Kn de la diode Dn, son anode An. Ici, GA2, ici K2, K1 et puis A1. Alors, donc voilà, on a N diodes. Vous voyez que les cathodes sont reliées à la charge et ensuite on alimente les diodes D1, D2, Dn par un jeu de tension polyphasé. Alors pour nous, ce sera soit du monophasé, soit du triphasé. Voilà, on ne va pas aller chercher sur des tensions polyphasées ou des choses comme ça. Alors, la règle, c'est que c'est la diode qui va avoir le potentiel d'anode qui est le plus grand. On va considérer que les diodes, ce sont des diodes idéales. Donc, elles se comportent comme des fils lorsqu'elles conduisent. Elles se comportent comme des interrupteurs ouverts lorsque la diode est bloquée. La règle, lorsque vous avez un groupement par la cathode, donc un groupement cathode commune, la diode qui peut conduire, on dit la diode susceptible de conduire, c'est la diode qui possède le potentiel d'anode le plus élevé parmi tous les autres. Alors on va supposer, regardez, que vous avez ici AN qui a le potentiel le plus élevé. Vous voyez, la diode, le potentiel de l'anode N, plus grand que le potentiel de toutes les autres, de AN-1, etc. Et en particulier, vous avez sur le schéma VAN qui va être plus grand que VA2 et VAN qui va être aussi plus grand que VA1. Alors, supposons que DN conduise. Vous voyez, si DN se met à conduire, parce que le VAN, a priori, c'est la plus grande des tensions, donc DN conduit. Si DN conduit, vous avez VDN qui est égal à 0. Et si VDN est égal à 0, du coup, VAN est égal à VKN. C'est-à-dire, et puis, comme toutes les cathodes sont reliées entre elles, égal à VK2 égal à VK1. C'est-à-dire que tous les potentiels des cathodes vont être au potentiel de l'anode N. Voilà, et du coup, ensuite, regardez si on se place sur la
sur la diode 2. Donc, si ce n'est pas sur la diode 2, vous voyez, j'ai un VD2 qui est égal à VA2 moins VK2. Et on a dit que VK2 était égal à VAN, donc moins VAN. Et on a dit que VAN est supérieur, le potentiel VAN est supérieur à tous les autres potentiels. Donc vous avez le VD2 qui est négatif. Et si VD2 est négatif, la diode D2 ne peut absolument pas conduire, donc la diode D2 est bloquée. Voilà. Et pareil pour la diode suivante, pour la D1 par exemple. Pour D1, vous allez avoir VD1 égale V1 moins VK1. Donc VA1 moins VAN, et vous voyez à nouveau que VAN est supérieur à tous les autres potentiels sur les anodes des diodes. Donc VA1 moins VAN est négatif, et à nouveau la diode D1, VD1 négatif, et D1 est bloqué. On pourrait faire ça pour toutes les autres, hein, puisque VAN est supérieur à VAN moins 1, à VAN moins 2, etc. D'accord? Donc vous voyez, la seule qui peut conduire, c'est la diode qui a le potentiel d'anode qui est le plus élevé pour un groupement cathode commune. Encore faut-il que la charge permette la conduction du courant. Quelquefois, vous avez des charges qui sont actives, avec une force contre-électromotrice, une résistance par exemple, et vous allez voir qu'à des moments, cette charge peut bloquer le courant, même si le courant peut passer par la diode. Et dans ce cas-là, la diode ne conduira pas. D'accord? Donc vous voyez, les deux conditions, c'est que pour que la diode puisse conduire, c'est qu'elle possède, parmi toutes les autres, le potentiel d'anode le plus élevé, et qu'ensuite, la charge permette de laisser passer le courant. C'est pour ça qu'on dit, vous voyez, on ne dit pas que c'est la diode qui conduit, mais on dit que c'est la diode qui est susceptible de conduire. On va plutôt le dire comme ça, hein, c'est celle qui a le potentiel le plus élevé. Et l'autre possibilité, vous voyez maintenant, c'est que on groupe les diodes selon l'anode. On parle ici de groupement anode commune. Alors généralement, quand vous avez un montage redresseur, il faut identifier le groupement cathode commune et il faut identifier le groupement anode commune. Voilà. Et dans un groupement anode commune, la règle c'est l'inverse. C'est la diode qui a le potentiel de cathode qui est le plus petit qui peut conduire. D'accord? Alors c'est ce que j'ai fait ici. Je fais une démo qui vaut ce qu'elle vaut. J'ai écrit... voilà, j'ai supposé que VAN était le plus... alors, c'était des potentiels de cathode. J'ai supposé que... voilà, VKN plutôt. Alors, c'était ça. Que VKN est le plus petit des potentiels, c'est-à-dire VKN plus petit que VKN-1, plus petit que VKN-2, VKN plus petit que VK2 et VKN plus petit que VK1. Et j'ai supposé que la diode DN conduit. Hein, DN conduit. DN conduit. Donc, comme DN conduit, VDN a priori vaut 0. Et si VDN conduit, VKN est égal à VA. Toutes les anodes ont le même potentiel. Hein. VKN est égal à VA1, VA2, VN-1 et VN. Et puis, j'ai regardé ce qui se passe pour VD2, pour la diode D2. Et donc, j'ai calculé VD2. VD2 égale VA moins VK2. VK2. VA vaut VKN, hein, puisque DN conduit. Et VKN est la plus petite de toutes les tensions. Donc, VKN moins VK2 est négative. Donc, vous avez VD2. Voilà, donc vous avez la diode D2 qui est bloquée. On peut voir aussi pour D1, hein, former VD1. Donc V1 moins VK1. VA1 vaut VA et VA vaut VKN. Donc on se retrouve avec VKN moins VK1. Et on sait que VKN, c'est la plus petite de toutes les tensions. Donc VKN moins VK1 est négatif. Et donc D1 est forcément bloqué. D'accord? Et c'est pareil pour tous les autres. Hein. C'est pareil pour DN-1, pour DN-2, etc. Donc, vous voyez, quand vous avez ce type de groupement par node, la seule diode qui peut conduire, c'est la diode qui a le potentiel de cathode qui est le plus petit, sous réserve que la charge puisse bien laisser passer un courant direct dans la diode qui a le potentiel d'anode qui est le plus faible. Le potentiel de cathode qui est le plus faible, excusez-moi. Voilà, ça va dépendre aussi de la charge. Donc,
Donc c'est pour ça qu'on dit également susceptible de conduire. Montage dans notre commune, diode susceptible de conduire, la diode qui a le potentiel de cathode le plus petit. D'accord, pas de questions particulières? Voilà, alors vous allez me dire, alors qu'est-ce qui peut se passer si jamais vous avez deux diodes qui ont le même potentiel de cathode ou le même potentiel d'anode? Ça arrive jamais. Vous voyez, vous allez avoir des montages, nous on va utiliser des montages en monophasé ou des montages en triphasé. Vous allez voir les courbes de phase, elles font que se croiser quelquefois, elles ont la même valeur, mais à un instant particulier. Vous voyez, donc lorsqu'on sort de cet instant, un instant, c'est infiniment bref, on a une des deux diodes qui va se mettre à conduire. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a jamais deux niveaux qui sont simultanément au même potentiel. Alors, au niveau de la diode, alors, il faut voir que pour vous, qui allez faire quand même pas mal d'électrotech à l'ESTACA, vous êtes sur des composants de puissance, donc des composants qui laissent passer des forts courants. Une diode de puissance, ça peut laisser passer des courants. Actuellement, on est capable de faire des diodes qui laissent passer des courants de plus de 1000 ampères, des courants qui sont extrêmement forts. D'accord? Et des diodes qui sont capables de tenir des tensions qui sont extrêmement élevées. C'est des tensions également de plusieurs centaines, voire on va jusqu'aux milliers de volts en blocage de la diode. C'est-à-dire que la tension inverse que la diode peut tenir, parce qu'on a l'impression que la diode, elle ne fonctionne pas quand elle est ouverte. Mais la diode, qu'est-ce qui se passe lorsque la diode est ouverte, lorsque la diode est bloquée? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la contrainte sur la diode? C'est la tension qui peut être énorme. D'accord? Il faut que la diode puisse tenir une très très forte tension. Il faut qu'elle puisse tenir une très forte tension et qu'elle puisse laisser passer en direct un très fort courant. Donc on a des diodes qui sont capables de tenir des tensions de l'ordre du millier de volts en inverse et qui sont capables de laisser passer des courants également de l'ordre du millier de volts. Alors, bien sûr, si on travaille avec le modèle de la diode idéale, est-ce qu'elle consomme de la puissance, la diode idéale? Non, puisque lorsqu'elle est bloquée, la tension à ces bornes vaut 0. Lorsqu'elle est bloquée, excusez-moi, la tension est grande, mais le courant vaut 0. Donc, a priori, pas de consommation de puissance. Et lorsqu'elle est passante, le courant est très fort, mais on considère que la tension vaut 0, qu'elle se comporte comme un fil. Donc, qu'elle soit à l'état passant ou à l'état bloqué, a priori, la diode idéale, la consommation de puissance est égale à 0. Donc, pour une diode idéale, à peu près, puissance dissipée de la diode, moyenne, voisine de 0. Alors, nous, on va être sur des montages qui commutent des très forts courants et ensuite qui sont capables de tenir des tensions qui sont très élevées. Alors, on ne peut pas plus utiliser ce modèle-là juste pour dimensionner les radiateurs qu'on va mettre sur les diodes. Les diodes, il va toujours avoir un petit résidu de tension dans la diode lorsqu'elle va conduire, et il va y avoir également un résidu de courant qui va traverser la diode lorsque la diode va être bloquée. Même si cette tension résiduelle, vous voyez, lorsqu'elle est passante, elle vaut 1 à 2 volts, multiplié par un courant qui peut aller jusqu'à plus de 1000 ampères, ça peut faire des puissances qui sont assez élevées. Et pareil pour lorsque la diode est bloquée, il faut voir que les tensions peuvent être supérieures en inverse aux milliers de volts, mais avec un courant qui est très faible, un courant de quelques microampères, rapidement, ça peut faire une puissance dissipée qui est pas forcément extrêmement faible. Alors c'est une puissance en tout dissipée qui est bien sûr qui est très faible par rapport aux puissances échangées. Quand vous allez faire le rendement de votre pont, vous allez généralement de redresseur, vous allez trouver des rendements qui sont supérieurs à 99%. Mais il faut quand même que la diode soit capable
d'éliminer l'effet Joule. Et dessus, généralement, on dimensionne un radiateur. Il y a des radiateurs qui sont vissés sur les diodes qui permettent ensuite d'évacuer la chaleur. Il faut voir qu'une diode de puissance, vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des diodes que vous utilisez en TP, de petits signaux en électronique, avec une diode en électronique, où il y a un petit, c'est un petit cylindre plastique, vous voyez, qui fait 1,5 mm de long, autour d'1 mm de diamètre, donc c'est tout petit. Il y a un tout petit bout de silicium à l'intérieur. Si on casse le petit bout de plastique, on va voir qu'il y a un bout de silicium extrêmement petit à l'intérieur. Donc ça, c'est des diodes qui sont capables de dissiper des courants qui vont pas tellement au-delà de quelques ampères. Une diode de puissance qui est capable de laisser passer des milliers d'ampères, vous avez un bout de silicium qui fait la taille d'une soucoupe de tasse à café, si vous voulez. Donc ça fait au moins une dizaine de centimètres de diamètre, ça fait un bon centimètre et demi d'épaisseur. Et par-dessus, vous allez avoir un gros radiateur qui va être capable de dissiper la puissance. Voilà. Donc dans ce cas-là, vous voyez, pour dimensionner le radiateur, on est obligé de tenir compte de la puissance que dissipe le pont. Et on va utiliser plutôt le modèle linéaire de la diode qui tient compte du fait que vous pouvez avoir un seuil de conduction pour la diode et qui tient compte aussi du fait que la résistance de la diode n'est pas forcément égale à 0. Alors si on prend le modèle, la loi qui lie le courant à la tension de la diode, ils sont liés par une fonction exponentielle. Donc très rapidement, effectivement, la fonction exponentielle, elle est verticale. D'accord ? Vous voyez que si on est un peu dans le coude de la caractéristique, il va falloir essayer de linéariser la caractéristique. Alors, on linéarise par rapport au point de fonctionnement. On essaie de, vous voyez, on dit qu'environ jusqu'à une certaine tension, on peut considérer que le courant est égal à 0. Et au-delà d'une certaine tension qu'on appelle la tension de seuil, là, le courant croît avec une résistance faible malgré tout. Voilà qu'on appelle la résistance dynamique de la diode, qui dépend un petit peu de l'endroit où on se trouve sur la caractéristique réelle de la diode. Donc, il dépend du point de polarisation. Donc, lorsqu'on linéarise la diode, il faut connaître donc, la tension de seuil U0 et il faut connaître la résistance dynamique de la diode. Donc ça, généralement, ça vous est donné et ça permet de trouver le modèle de Thevenin de la diode. Alors, généralement, vous voyez, même pour une diode de puissance, le U0, la tension de seuil, elle ne va pas au-delà de 1 ou 2 volts maximum. Vous voyez, donc ça fait vraiment des tensions qui sont extrêmement faibles devant les tensions qui sont mises en jeu sur le redresseur. Et c'est pareil, la résistance dynamique de la diode, généralement, c'est plutôt en milliohms. Mais ça suffit pour qu'il y ait quand même des pertes et ça suffit pour devoir ensuite dimensionner un dispositif de refroidissement pour la diode. Voilà, alors si on calcule la tension VD entre anode et cathode au bord de la diode, le UAK, vous voyez U0 plus RDID, donc U0 on appelle ça la tension de seuil de la diode, RD la résistance dynamique, et la puissance que va dissiper la diode, on moyenne tout ça, vous voyez je calcule, j'ai le P10D de la diode, voilà, vous savez qu'il faut faire donc tension au bord de la diode du UAK, multiplié par le courant qui va traverser la diode, et vous moyennez tout ça. Donc 1 sur T intégrale de U0 plus RDID multiplié par ID et multiplié par petit dt. Voilà, et on intègre de 0 à T. D'accord, donc on va trouver du U0 qu'on fait sortir deux intégrales. Une première intégrale de 0 à T de U0ID. U0 est constant. Et donc, cette intégrale-là, elle vaut U0 multiplié par ID moyen. Et la deuxième intégrale, ce qu'on va intégrer, c'est non plus le ID, mais c'est le ID carré dt. Et lorsqu'on intègre le ID carré dt et qu'on divise par la période, on a la valeur efficace au carré.
D'accord? Donc voilà, avec ce modèle-là, le modèle linéaire de la diode, le modèle de Thevenin de la diode, voilà comment on trouve l'expression de la puissance que va dissiper la diode. Donc si vous connaissez la tension de seuil, la résistance dynamique, et donc le courant, les caractéristiques du courant qui traverse la diode, vous pouvez déduire avoir approximativement une valeur de la puissance qui va être dissipée par la diode, qui va être en tout cas absorbée par la diode. Donc ça va permettre de dimensionner un éventuel radiateur sur la diode. Mais après, c'est des puissances qui sont tout à fait négligeables en électronique de puissance par rapport aux puissances qui sont mises en jeu. C'est-à-dire que lorsque vous avez un redresseur, vous allez avoir des rendements qui sont nettement supérieurs à 99%. C'est-à-dire que vraiment la consommation du pont, voilà, c'est beaucoup moins qu'un % de la consommation totale. Hein. Voilà, le rendement est excellent, mais il faut quand même dimensionner les radiateurs à mettre sur les diodes. Alors, il faut voir également, quand vous avez des semi-conducteurs, vous avez des pertes qui sont liées à la commutation. Ça, ce serait plutôt une puissance en statique. C'est-à-dire que si elle est restée longtemps dans l'état bloqué ou dans l'état passant, on pourrait dire qu'en moyenne, on a à peu près cette puissance qui est dissipée. Il y a une perte à la commutation. Et la perte à la commutation, elle se fait surtout quand la diode elle passe de l'état passant à l'état bloqué. Ça, c'est vraiment une caractéristique du silicium. Hein, et donc, plus on commute vite et plus cette puissance va être élevée. C'est-à-dire qu'il y a de la charge à évacuer, voilà, et ça génère des processus de dissipation, si vous voulez. Donc, il y a vraiment une perte supplémentaire qui est due au fait qu'on fait commuter la diode. Mais ici, comme on commute, généralement, on commute autour de 50 Hz. Là, c'est la tension du réseau qu'on essaie de redresser. Donc, ça fait une période de commutation qui est pas, une fréquence de commutation qui n'est pas trop élevée. Ce n'est pas nécessaire d'en tenir compte. Par contre, quand vous êtes sur des composants semi-conducteurs qui fonctionnent avec des fréquences d'horloge qui sont très élevées, ben c'est le cas des microcontrôleurs ou surtout des microprocesseurs extrêmement puissants actuellement, hein, qui ont des fréquences d'horloge qui sont de l'ordre du gigahertz. Et là, la plupart des pertes proviennent de la commutation, hein, du fait qu'on fait commuter à très forte vitesse les composants. Hein, donc, voilà, des constructeurs, ils essaient pour avoir des pertes un peu moins élevées, de diminuer toujours les tensions d'alimentation, tensions et courants d'alimentation des semi-conducteurs, donc des microprocesseurs. Donc là, c'est la démo que je viens de faire. Alors, la façon dont on étudie un pont redresseur, elle est la suivante. Alors, pour étudier les tensions, on va toujours de la source vers la charge. C'est-à-dire qu'on va d'abord repérer quelles sont les diodes qui sont montées en anode commune, celles qui sont montées en cathode commune, et d'après les potentiels, on va arriver à trouver les instants de commutation des diodes. Et donc, en partant de la source, de l'alimentation, en allant vers la charge, on va réussir à trouver la forme de la tension sur la charge. Hein. On parle de la forme de la tension à l'entrée, donc on parle de tension de source, si vous voulez, et on va comme ça vers la charge. D'accord ? Voilà, donc avec les montages anodes communes et cathodes communes, hein, et ensuite, quelle est, parmi les diodes, quelle est celle qui a le potentiel qui permet qu'elle conduise, etc. Voilà. Donc, vous voyez, les tensions s'étudient de l'alimentation de la source vers la charge. Alors que les courants, vous voyez, pour avoir le courant dans la charge, il faut d'abord connaître les cycles de conduction des diodes et ensuite connaître la nature de la charge. Et avec ça, on peut avoir le courant à l'intérieur de la charge. D'accord ? Donc le courant, si vous voulez, en aval. Et ensuite, on va remonter, pour avoir les courants, on va remonter vers la source. C'est-à-dire, une fois qu'on a le courant dans la charge, on va déduire le courant dans les différents diodes du montage. Une fois qu'on a le courant dans les différents diodes du montage, on va déduire le courant à l'entrée du montage, le courant de source ou le courant d'alimentation. Vous voyez donc l'étude des tensions se fait de la source vers la charge. L'étude des courants, vous allez voir, elle se fait de la charge vers la source.
Alors, ensuite, donc, on va commencer à étudier un premier montage. Alors, le premier montage, c'est le montage assez classique qui permet de redresser une tension sinusoïdale une tension sinusoïdale monophasée. Voilà, alors, donc, ce montage-là, on appelle ça montage PD2. Alors, ça veut dire un montage parallèle double. Alors, parallèle parce que vous avez deux bras de pont qui sont parallèles l'un à l'autre, et double parce que vous avez deux diodes par bras de pont. Donc, vous voyez, l'alimentation, la source, vous l'avez à votre gauche. Et ensuite, la charge à votre droite. Donc là, on est côté ici alternatif. Donc ça, c'est côté source. Et côté charge, côté continu, c'est là où on aimerait récupérer une tension et un courant continu. Donc on est en monophasé. Ici, montage le plus simple, c'est du monophasé. Le triphasé, on va l'aborder également, mais un peu plus tard. Donc on suppose que V de t vaut V, vous l'avez ici, V racine de 2 sinus oméga t. Le V racine de 2 pour mettre en évidence la valeur efficace. Grand V, valeur efficace. Et V racine de 2, valeur crête. Alors, regardez avec les notations, enfin ce que les notations là, sur le montage. Petit v, la tension d'alimentation, donc qui est alternative. Elle vaut V plus moins V moins. Le potentiel du haut, c'est le potentiel V plus. Celui du bas, le potentiel V moins. Et pour la charge, U égale U plus moins U moins. Donc U plus, vous l'avez là. U moins, vous l'avez ici. Le V plus ici et le V moins de ce côté. On suppose que les 4 diodes, ici, les 4 diodes sont idéales. D'accord? C'est-à-dire qu'elles se comportent soit comme un bout de fil lorsqu'elles sont passantes, ou soit comme un interrupteur ouvert lorsque la diode est bloquée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici par rapport à ce que j'ai dit au tout début de la séance? Dans des configurations particulières de diodes, oui. Les D4 et D3 sont à anodes communes. Voilà. Et D1 et D2 sont à cathode commune. Hein, d'accord. Donc, vous avez deux choses. Donc, D1, D2, un groupement. Cathode commune. Et D3, D4, un groupement anode commune. Alors, je vais vous montrer comment étudier le montage. Vous voyez, donc on verra après parce que c'est assez. Le cours est. Il n'y a pas trop. Sur ce passage-là qui est relativement simple, il n'y a pas trop d'explications. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va envisager une période entière de V de t. Hein, on a bien sûr oméga. Alors, regardez, j'ai V de t, la tension d'alimentation, qui vaut V racine de 2 sin oméga t, là avec oméga égale 2pi sur grand t. Alors, je vais considérer la première période, je vais considérer le premier intervalle entre 0 et t sur 2, et ensuite je considérerai entre t sur 2 et t, sachant qu'ensuite ça va se répéter périodiquement. Donc entre 0 et t sur 2, demi-période, hein, la fonction sinus v de t est positive, hein, puisque c'est un sinus sans phase à l'origine, donc v de t est positif sur toute la demi-période. Alors, si V de t est positif, regardez, on a ça, c'est-à-dire que j'ai le plus grand potentiel ici, et j'ai le plus petit potentiel à ce niveau-là. Alors, je vais supposer que la charge, pour simplifier, on est sûr comme ça qu'elle va conduire, il n'y aura pas de problème par rapport à la conduction dans la charge. La charge purement résistive,
Voilà, donc on va prendre une résistance R pour la charge, pour que ce soit plus simple. Voilà, alors dans le premier cas, V est positif, donc en haut le potentiel le plus grand, en bas le potentiel le plus petit, c'est-à-dire que le potentiel V+ est plus grand que le potentiel V-. Alors parmi les deux diodes, quelles sont celles, si on prend le groupe D1 et D2, quelle est la diode passante, quelle est la diode bloquée, et pareil pour D4, D3. Donc alors, parmi les deux, c'est celle qui a le potentiel d'anode qui est le plus grand. Donc D1 conduit, l'autre est bloqué, D2 bloqué. Et pour le groupement du bas, anode commune, c'est la diode qui a le plus petit potentiel de cathode qui va conduire. Donc D3 conduit. Et D4 est bloqué. D'accord, et qu'est-ce qu'on peut conclure de ça, du coup? Alors, regardez, je vais vous faire le schéma, hein. Je vais le remplacer si vous n'avez pas, comme vous n'avez pas trop l'habitude. Voilà, donc là, vous remplacez du coup D1 par un fil. Et vous effacez D4. D2 plutôt. Puis là, vous faites l'inverse. Là, c'est D4 que vous effacez et vous remplacez D3 par un fil. Donc là, ici, ça conduit. Voilà, et ici, ça conduit. Et par contre, là, c'est complètement ouvert. Ici, il n'y a plus rien. Voilà, hop. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de U de T, hein? Ce qui nous intéresse, c'est U de T, la tension sur la charge. Que vaut U de T? Non, U de T, regardez. U de T, vous avez U plus qui vaut V plus, et vous avez U moins qui vaut V moins. Donc U de T vaut... Ben, ici, U plus vaut V plus et U moins vaut V moins, que vaut U de T? V de T. Alors, V de T est positif, et vous voyez, U de T est égal directement à V de T. Alors maintenant, je vais considérer le deuxième intervalle. L'intervalle T sur 2T. Donc sur T sur 2T, qu'est-ce qu'on peut dire pour V de T? V de T est comment? Négatif. V de T est négatif. Alors, si V de T est négatif, alors je refais mon schéma. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de noter, si vous voulez un peu plus de temps pour noter, ici, pour ce qui se passe. C'est bon. On va envisager le cas où V de T est négatif maintenant. Monsieur, Oui, je vous écoute. mais du coup, pour les Attendez, groupements... parlez fort parce que... Hop, ouais. Je vous entends pas trop. Est-ce que vous pourriez parler assez fort, s'il vous plaît? Ouais, ça marche. Du coup, quand on dit que D1 et D2, c'est un groupement cathode commune, la cathode commune, c'est U+. Mais la cathode, c'est la barre, en fait, regardez. Oui, mais je veux dire le Voilà, potentiel, comment... la cathode, c'est la barre. Et effectivement, le potentiel de la cathode est égal à U+. D'accord, ok. Là, vous avez donc cathode ici, ça c'est la cathode de la première diode, cathode ici de la seconde. Effectivement, les cathodes sont reliées entre elles et elles ont le potentiel des cathodes s'appelle U+ ici. Ok, d'accord. Et donc C'est bon? la note commune, c'est U- en bas, c'est ça? Et voilà, et pour la node, pour le montage D4, D3, la node commune vaut U-.
Mais dans ce cas-là, je comprends pas comment on peut en déduire que D1 conduit et D2 bloqué dans le cas où on est dans 0 et T sur. Vous pouvez pas monter le son un petit peu, je vous entends super mal. Vous avez Là, vous m'entendez mieux là? pas spécialement très avec très faible intensité là, je sais pas à quoi c'est dû. Bah attends, Moi je suis au maximum là sur mon ordi. je vais mettre des écouteurs, peut-être ce sera mieux. Comment? Ouais, allez-y, je vous écoute. Vous m'entendez là? Ouais, pas terrible, mais il faut pas. Bah, allez-y, parlez, et puis je vais essayer de répondre à la question. Là, c'est mieux? Non, non. Mais bon, j'arrive à vous comprendre. Il faut que je penche l'oreille vers le haut-parleur Je de suis, l'ordi. Mais allez-y. je suis désolé. Du coup, je comprends pas très bien pourquoi D1 et comment on peut en déduire dans le groupement cathode commune laquelle conduit et laquelle est bloquée. À part- C'est la règle, c'est la règle précédente qui a été édictée au tout début du cours. C'est-à-dire que Ah vous oui. avez un groupement D1, D2, ça forme un groupement cathode commune. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. La seule diode qui peut conduire, c'est la diode qui a le potentiel qui est le plus grand. Donc parmi les deux potentiels, vous voyez, vous avez un potentiel plus, un potentiel moins. Vous voyez que dans le premier cas, vous avez le potentiel plus sur la diode D1. Sur la diode, la note de la diode D2, vous avez un potentiel moins, c'est-à-dire un potentiel qui est inférieur. D2, on est sûr qu'elle ne conduira pas. Vous voyez, D'accord. donc D2 ne va pas conduire. La seule qui va conduire, c'est D1. Il y a une règle ensuite pour les diodes en montage à notre commune. Mais la règle, c'est l'inverse, c'est-à-dire que lorsque vous avez un montage à notre commune, la seule qui peut conduire, c'est celle qui a le potentiel le plus bas. Et toutes les autres sont forcément bloquées. Donc, vous voyez, celle qui a pour le D4, D3, celle qui a le potentiel le plus bas, c'est donc D3, D4 a un potentiel qui est plus haut, donc on est sûr que D4 ne conduira pas. Donc Ok. ici, vous allez avoir D1 qui va conduire et vous allez avoir D3 qui va être bloqué. Donc il suffit d'appliquer la règle qu'on a édictée au tout début du cours. Voilà, c'est tout. Ouais, donc ça, en fait, ça c'est dû au fait que VT est supérieur à 0, donc V plus est supérieur à V moins. Voilà. Ok, d'accord. Donc V plus est supérieur à V moins. Donc le potentiel le plus grand, c'est V plus, le potentiel le plus petit, c'est V moins. Ok, ça marche, merci. D'accord. Voilà. Alors on passe dans le deuxième cas, le cas où VT est négatif. Alors VT négatif, on va revenir ici. Allez, hop, je remets tout ça en ordre, à peu près. Alors VT négatif. Donc, si VT est négatif, vous avez V plus cette fois-ci qui est plus petit que V moins. Donc le plus grand potentiel, vous l'avez ici. Enfin, le plus grand potentiel, il est en bas. Et le plus petit potentiel, il est là. D'accord. Donc dans ce cas-là, vous voyez quelles sont les diodes qui vont conduire, celles qui vont être bloquées. Donc pour le montage du haut, qui est le montage cathode commune, la diode qui conduit, c'est D2. D2 conduit. D2 conduit. Et pour le montage du bas, c'est D4 qui a le plus grand. D2, non, D4, oui. D4 qui a le plus petit potentiel de cathode. Les deux autres, ensuite, bien sûr, D1, D3, bloqués. Voilà. Alors, vous voyez, je peux aller le représenter sur le schéma directement. Donc, les diodes qui sont bloquées D1 et D3, je les ai effacées. Voilà, et ensuite, D2 et D4, je les remplace par un fil. Hop. Voilà. Alors, vous voyez, on essaie de faire la correspondance un petit peu entre... alors, qu'est-ce qu'on peut dire de U+, et de U-, que vaut U+.
Voilà, U+, vous voyez, on voit que U+ vaut V-, et on voit que U-, vous voyez, le U- est relié, hop, à V+. U- vaut V+. Et donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Puisque U, c'est U+, moins U-, et V, c'est V+, moins V-, on peut déduire que U de T est égal à moins V de T. Voilà, moins V de T. Et comme V de T est négatif, V de T dans cet intervalle-là est négatif, et donc U de T qui est égal à moins V de T est positif. D'accord? Donc vous voyez que dans les deux cas, on a une tension U de T qui est positive. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire d'un point de vue mathématique que U de T vaut quoi? Par rapport à la valeur absolue de V de T. Voilà. C'est là qu'on a fait le redressement. Vous voyez, c'est grâce au diode, on se retrouve, on a redressé l'alternance négative au niveau de V de T. On se retrouve avec une alternance négative qui a redressé. Oui. Du coup, U, il est T sur 2 périodique. Voilà, mais la période de U de T, c'était sur 2. Alors faites attention avec ça, parce que là, vous allez voir, on peut facilement s'embrouiller, parce qu'effectivement, vous allez vous retrouver avec une tension qui est périodique, qui a une période qui est moitié de la sinusoïde. Et quand vous allez faire, si vous faites un développement en série de Fourier de la tension redressée double alternance, qui est la valeur absolue de U de T, il faut considérer la période de T' égale à T sur 2. D'accord? Voilà. Et ce qu'on appelle T, donc c'est la période de la sinusoïde, oméga, pulsation de la sinusoïde, donc oméga égale 2pi sur T. Moi, ce que je vais appeler T', c'est la période de U de T, et le oméga prime, également, pulsation de U de T. Voilà. Alors, donc on a ça, et on a vu comment le montage redressé. Donc bon, c'est tout ce qui est expliqué dans le tableau. J'ai un petit peu détaillé. Et regardez la forme d'onde, vous l'avez ici. Alors regardez, j'ai mis ce que vous avez en noir, c'est V de T. Donc la courbe en noir, si je les repasse pour que ce soit un peu plus peut-être lisible. Et alors, je vais la mettre peut-être en... Regardez, ici, donc, c'est la sinusoïde, donc c'est la tension d'alimentation. Donc là, vous avez V de T. Et la tension en rouge, c'est la tension U de T. La tension redressée. Donc V de T, tension de la source d'alimentation, et U de T, tension redressée. Voilà, en dessous, vous avez les diodes. Donc D1 et D3 sont passantes dans la première alternance. Ensuite, donc, du coup, vous pouvez mettre aussi que D2 et D4 sont bloqués, puis D2, D4 passantes sur la deuxième demi-alternance, D1, D3 bloqués, et ainsi de suite. Après, ça se reproduit, puisque c'est périodique. Voilà, alors, ensuite, j'ai gradué, vous voyez, par rapport à la période, j'ai gradué par rapport à la période de la sinusoïde, et par rapport à la période de V de T. Donc, du coup, ici, vous voyez, j'ai T sur 2 en temporel, T, 3T sur 2, et ensuite en angulaire, toujours par rapport à la sinusoïde, en posant θ égale oméga t. Voilà, donc comme oméga vaut 2pi sur t, oméga 2pi sur t, donc ça c'est relatif à V de t, c'est pas relatif à U de t. Hein. Voilà, donc ça vous fait, vous avez pi, 2pi, 3pi, etc. Alors, je vais vous faire un petit exercice là, pour un petit peu vous faire travailler pour que ce soit un peu moins monotone. Si vous pouvez ne pas trop regarder la suite parce que vous avez le résultat, essayez de me trouver le U moyen. Essayez de me calculer U moyen, sachant que V de T vaut V racine de 2 sinus oméga T.
Essayez de trouver la valeur moyenne. Vous allez voir, bien sûr, on récupère forcément, vous le voyez tout de suite, on récupère une valeur moyenne, alors que sur V de t, qui est une sinusoïde pure, la valeur moyenne est égale à 0. Donc moi, je voudrais que vous me donniez le U moyen en fonction de grand B. Vous allez voir, c'est une fonction directe, c'est un résultat qui est fonction de la valeur efficace de V de t, donc de grand B. Voilà. Je vous laisse faire le petit calcul. Voilà, je vous laisse quelques 3 minutes. Hein, temps de c'est extrêmement simple, et vous me dites ce que vous trouvez. Essayez de ne pas trop regarder le résultat, sinon ça n'a pas trop d'intérêt, il est en dessous. Vous allez voir qu'on, malgré tout, on récupère, alors vous allez me dire ça ne ressemble pas trop à du continu, mais ça possède une valeur continue qui est très grande. Alors si on voulait un petit peu plus le lisser, avec un condensateur, on lisse complètement. On met un condensateur assez gros, donc, qui a une constante de temps RC nettement plus grande que T. Et dans ce cas-là, on arrive à lisser complètement en parallèle avec la charge, et on lisse complètement la tension en rouge. Voilà. Alors, vous y êtes? Vous trouvez? Il suffit d'intégrer un sinus. Qu'est-ce que vous avez posé pour calculer U moyen? Comment vous avez fait? Quelle intégrale vous avez posé? Dites-moi. Oui. J'ai posé U bar est égal à 2 intégrale de 0 à t sur 2, v racine de 2. Oui, voilà, vous avez intégré sur une période. Hein, il faut intégrer la période de U de t. C'est t' égale à t sur 2. D'accord? Donc vous faites 1 sur t', intégrale de 0 à t', 2. Alors, vous voyez ce qui est intéressant de U de t dt? De U de t dt, mais U de t vaut quoi entre 0 et t'? U de t vaut... Que vaut U de t entre 0 et t'? Valeur absolue de U de V. t oui, voilà, et donc valeur absolue de V, donc ça vaut V de t, puisque V de t est positif. D'accord? Donc voilà, V de t dt. Voilà, et ensuite, il suffit que je fasse, vous voyez, 1 sur t', ça vaut 2 sur t, intégrale de 0 à t sur 2, de v racine de 2, puisque entre 0 et t sur 2, v de t vaut toujours v racine de 2, et en particulier entre 0 et t sur 2, donc v de t égale u de t, oméga t dt. Voilà, et lorsque j'ai ça à faire, est-ce que c'est besoin que je... Comment faire pour m'embêter un petit peu moins quand j'ai ce type d'intégrale à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Sortir les Ça, constantes. vous l'avez déjà fait quand vous avez fait les séries de Fourier, je pense, au premier semestre. On peut poser quoi?
oméga t est égal à θ. Voilà, je vais faire le changement de variable, θ égale oméga t. Très, très important, hein, ça c'est... Quand on fait l'électrotech, vous allez voir, vous allez beaucoup manipuler, faire des choses avec les séries de Fourier, surtout quand vous allez faire des onduleurs, tout ça en troisième et quatrième année. Effectivement, vous posez θ égale oméga t. Si on pose θ égale oméga t, vous voyez, vous avez dt qui vaut dθ divisé par oméga. Voilà, et donc ça vous fait, alors vous voyez le 1 sur oméga multiplié par 2 sur t, ça vous fait du 2 sur t fois 2 pi sur t, ça vous fait du 1 sur pi. Les bornes d'intégration qui étaient en t, ça devient des bornes d'intégration en oméga, en θ plutôt. Donc 0 ici en bas et en haut 2 pi sur t fois t sur 2, donc pi sinus, alors v racine de 2, sin θ dθ. Vous avez intérêt ensuite, quand vous calculez des coefficients de série de Fourier à n et bn, vous avez intérêt aussi à faire le changement de variable oméga t égale θ, hein, parce que sinon vous allez vous traîner, il y a toujours ce θ qui doit, quand vous intégrez, qui va vous embêter, l'oméga plutôt qui va vous embêter. Voilà. Et donc, vous voyez, v racine de 2 sur pi, intégrale du sinus, donc primitive, moins cos θ, à prendre entre 0 et pi. D'accord? Donc, v racine de 2 sur pi, facteur de moins cos pi plus cos 0. Donc, le moins cos pi vaut moins 1, donc plus 1 en nouveau, ça vous fait 2v racine de 2 divisé par pi. D'accord? Donc ça, c'est la composante continue que vous récupérez. Hein. Alors que c'est déjà pas mal, parce que vous voyez, pour vous donner un petit exemple, si je prends le réseau électrique, vous voyez, si je prends le réseau, donc monophasé, domestique, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Le réseau, la prise. Le grand V, il vaut quoi de la prise? 230. La fréquence, 30 on va pas avoir besoin ici, mais bon. Regardez, si je fais, donc je redresse directement, ça me fait donc du 2 racine de 2 divisé par pi, et multiplié par 230. Alors il me semble que le 2 racine de 2 sur pi, ça vaut 0,9. Parce que ça fait du 2,40, ouais, c'est ça, 2,84 divisé par 3,14, ça doit faire autour de 0,9, il me semble. Ça fait à peu près ça. Et ça fait à peu près, hein, je dis. Et ça vaut à peu près 207 volts. Donc vous voyez que malgré tout, avec une tension de valeur efficace 230 volts, vous récupérez une tension continue, composante continue de 207 volts. D'accord ? Alors maintenant qu'on a la tension, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer on a la tension sur la charge, on va essayer de calculer le courant dans la charge. Alors si la charge, vous voyez, si la charge c'est une charge résistive, c'est pas compliqué de calculer le courant. Si la charge est purement résistive, si on a une charge R au courant, quelle forme il va avoir le courant? Ici j'ai ça, ici. Ici j'ai une charge résistive. Alors pas forcément. Alors vous allez pouvoir écrire plutôt que U de T égale à RI de T si vous avez ça. Et donc I de T égale à U de T sur R. Et U de T pour l'instant c'est pas tout à fait c'est redressé de l'alternance. Donc simplement si la charge est purement résistive, vous allez retrouver la même forme de courant que la forme de la tension. Voilà, et puis comme la valeur moyenne de la tension vaut 2V racine de 2 divisé par pi, ben, la valeur moyenne du courant vaudra 2V racine de 2 divisé par pi et divisé par R, divisé par pi. Voilà, donc vous avez la même forme. Alors, par contre, bien sûr, c'est pas la charge que vous allez trouver en électrotech. En électrotech, qu'est-ce qu'on va trouver comme charge?
Quand on est dans le domaine de l'électronique de puissance, ce qu'on fait avec ce genre de dispositif, on va alimenter des moteurs, des machines tournantes, etc. Donc en électrotech, les charges, elles vont être plus de nature. De quelle nature elles sont? Oui, réactive, on dit inductive. Enfin, parce que réactive, elle peut, capacitive, ça peut être réactif aussi. En électrotech, des condensateurs, on n'a pas tant que ça, à part pour lisser les tensions. Pourquoi on trouve beaucoup de charges de nature inductive lorsqu'on fait de l'électrotechnique? À cause de quoi? Ça permet de lisser. Ouais, ça permet de lisser le courant, bien sûr, l'inductance. Mais déjà, pourquoi, naturellement, la charge, elle est inductive? À cause de quoi? Dans le domaine de l'électrotech. Les bobines, non? Et elles viennent d'où, les bobines? Avec l'inducteur. Des moteurs. Ouais, des moteurs, des machines. Ouais. Voilà, qu'est-ce que vous faites en électrotech? L'électrotech, c'est les voitures électriques, c'est les trains, c'est tous les dispositifs où vous avez des machines tournantes. Vous voyez, je sais pas, dans les centrales, les génératrices, les éoliennes, etc. Tout ça avec des machines tournantes. Hein, il y a des bobinages à l'intérieur, il y a du magnétisme, et donc voilà, il y a des inductances partout. Hein. Donc les charges, qu'est-ce que ça va être en électrotech? Ça va être soit des charges de type LR, c'est-à-dire une charge passive inductive, ou ça va être une charge active inductive, E, R et L, ou L et R. D'accord? Donc c'est plutôt ces charges-là qui vont nous intéresser plutôt que la charge purement résistive, puisque ça, c'est pas du tout un cas pratique. D'accord? Voilà. Donc nous, ce qu'on va étudier, c'est plutôt ça. Et là, ça va se compliquer. Alors, je reviens au montage initial. Voilà, et ma charge ici. Voilà, alors la charge, regardez, c'est ça. Résistance, et puis bobine. Voilà, L et R. Alors vous avez donc ça, vous avez un courant ici, voilà, I de T. Donc le courant I à la charge, et puis après la tension. Alors la tension, c'est pas, voilà, hein, c'est, faut l'avoir plus grande la flèche. Hein. La tension, c'est vraiment la tension entre U plus et U moins. Donc la tension, vous l'avez ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire comme équation? U de T vaut... Donc U de T, c'est vraiment la tension redressée. Hein, c'est la tension redressée, double alternance. Ça, ce qu'on va essayer de trouver, on connaît U de T, on connaît la nature de la charge, on va essayer de déduire le courant. Hein, ce que je vous disais, on a U de T avec le cycle de conduction des diodes, on va déduire le I de T dans la charge, après on ira déduire le I dans les différentes diodes, et à partir du I dans les différentes diodes, on ira déduire le I à la source, c'est-à-dire le I complètement à gauche à l'entrée du montage. Alors dites-moi, U de T vaut, oui? R de T plus L DI sur dt. Voilà, L DI sur dt plus R I de T. Vous avez les quadifs qui dit, du premier ordre qui dit I de T à U de T. Alors, c'est là où ça se complique un peu. Pourquoi ça se complique un peu maintenant? Pourquoi ça devient un peu compliqué? C'est pas aussi simple que d'habitude. Parce que... Mais non, c'est pas ça. Regardez, non, l'exponentiel en régime sinusoïdal, vous avez compris qu'on s'en foutait de l'exponentiel. Enfin, voyez, quand vous êtes en régime sinusoïdal, vous avez toujours l'équation différentielle, mais le second membre, il est comment en régime sinusoïdal? Il est? Non, le second membre en régime sinusoïdal. C'est une sinusoïde pure. D'accord? Donc la solution mathématique, c'est A exponentielle moins T sur tau, plus... Non, pas plus constante, puisque le second membre, c'est une sinusoïde. Plus
une solution particulière sous la forme d'une sinusoïde. Hein, ça fait attention, hein, c'est les maths. Et pourquoi, lorsqu'on fait du régime sinusoïdal, on ne s'intéresse plus à l'exponentielle complexe, l'exponentielle, pas l'exponentielle complexe, l'exponentielle tout court, l'exponentielle moins t sur taux. Parce qu'il y a eu un lissage. Non, il faut bien voir que vous résolvez votre quadif, donc L dI sur dt plus RI de t égale à U de t, avec un V de t, on va dire, qui est sinusoïdal, donc V racine de 2 sinus oméga t. Le I de t va valoir donc du A exponentielle moins t sur taux, solution de l'équation homogène, plus la solution particulière. Solution particulière, donc I racine de 2 sinus oméga t plus θ I. D'accord? Pourquoi on se fout de la sinusoïde, de l'exponentielle négative, on n'y pense même plus? Parce que l'exponentielle négative, E moins t sur taux, elle disparaît au bout de quoi? De 5 constants de temps. Vous avez vu ça, non? En plus, vous faites vous faites des maths, enfin. Vous avez vu les équations différentielles en maths, quand même? Ouais. Si vous avez quelque chose regardez, si vous avez quelque chose qui est de cette forme-là, donc pour ceux qui sont à distance, hein, on a une équation différentielle taux di sur dt plus I de t égale b sin oméga t. Second membre, b sin oméga t. La solution, elle vaut lambda exponentielle moins t sur taux. D'accord? Solution de l'équation d'un second membre, plus un A', solution particulière, un prime qui est une sinusoïde qui a la même forme que le second membre, sin oméga t, plus, je vais appeler ça θi, parce que vous devez déterminer, c'est le A', et vous déterminez le θi. Pourquoi ça on n'y fait plus attention, en régime sinusoïdal, on n'en parle même plus, parce que ça, au bout de 5 taux, ça disparaît. Hein, vous allez vous retrouver avec l'exponentielle moins 5, calculer l'exponentielle moins 5, ça vous fait moins de 0,01. Ça vous fait à peu près, ça doit vous faire 5 pour 1000 à peu près, exponentielle de moins 5. Donc ça on néglige. Oui, donc dès que le montage il est, voilà, il fonctionne, on ne voit plus que le régime sinusoïdal. Et après on travaille avec la notion complexe et la notion d'impédance complexe. D'accord, pour déterminer le A' et le θi. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir écrire que le U complexe égale au Z de la bobine plus la résistance multiplié par le I complexe. D'accord? Voilà, gardez bien tout ça en tête quand même. C'est un peu les équadifs premier, second ordre. Voilà, il faut vraiment voir à votre âge, là, maintenant, ce qu'on fait. Hein, c'est quand même des choses assez élémentaires. Et voilà. Donc là, effectivement, le transitoire, on n'en parle pas parce qu'on est en régime sinusoïdal. Et on travaille bien sûr après avec la notation complexe pour déterminer les caractéristiques du courant ou de la tension. Alors, qu'est-ce qui va être par contre difficile ici? C'est que le second membre, le U de t, c'est plus une sinusoïde. Le U de t, vous l'avez ici. Voilà, le U de t, c'est ça. Vous l'avez là. Et ça, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Oui. Alors, on peut toujours l'étudier comme sinusoïde, mais uniquement sur la période de t'. Ouais, non, mais c'est très compliqué parce qu'on doit faire tout à la fois. C'est-à-dire que vous devez trouver la forme de I. Vous ne pouvez pas vous dire, voilà, j'étudie entre 0 et t sur 2, ça a une certaine forme. Puis entre
t et t sur 2. Alors, je l'étudie comme une sinusoïde entre 0 et t sur 2, mais ensuite, forcément, entre t et t sur 2, on est plus sur une sinusoïde, un bout de sinusoïde, mais redressé. Comment on fait dans ce cas-là? Comme on n'est plus en régime sinusoïdal, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une décomposition en série de Fourier. Voilà. Ça, ce qui peut vous étonner un peu, c'est que le signal en noir, la sinusoïde pure, ça contient combien de fréquences, la sinusoïde pure? Celui en noir, là, le V de T. Il y a combien de F dedans, de fréquences à l'intérieur? Ben, c'est une sinusoïde, une seule. Ouais, puisque la sinusoïde, la fréquence, c'est l'inverse de la période de la sinusoïde, donc 1 sur T. D'accord? Combien contient le signal en rouge? 2. Réfléchissez un petit peu. Et si vous me dites qu'on peut décomposer en série de Fourier, moi je suis tout à fait d'accord, parce qu'effectivement c'est un signal périodique, non sinusoïdal, donc il décompose en série de Fourier. Et du coup, s'il se décompose en série de Fourier, il en contient combien de fréquences? Une infinité. 1 sur T, 2 sur T, 3 sur T, etc. Et encore, T, c'est la période du signal en rouge, c'est-à-dire T'. Ouais, c'est-à-dire que ça va contenir 2 sur T, 4 sur T, par rapport à la période de T de la sinusoïde. 2 sur T, 4 sur T, 6 sur T, etc. Donc 2 sur T, 4 sur T, 8 sur T, c'est ça. C'est que chaque fois, c'est multiple de 2 sur T. Ouais, fois 3, 6, etc. Voilà, hein. Donc faites attention parce que le T, ici, le T, c'est la période de la sinusoïde en noir. D'accord? Et la période de U de T, c'était prime égale T sur 2. D'accord? Donc effectivement, ça contient une infinité de fréquences. Donc c'est ça qui va être un peu délicat ici. C'est que vous allez devoir, pour chacune des fréquences, pour chacune des harmoniques de la tension U de T, calculer l'harmonique de courant correspondant. Et ensuite, comme la charge est linéaire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir additionner, appliquer le théorème de superposition, et donc additionner tous les harmoniques du courant pour trouver le courant total. Vous voyez, c'est pas évident. Mais c'est un exo que vous avez plus ou moins dû faire, ce genre de truc. Déjà, dans le cours avec les puissances actives, réactives, déformantes, tout ça, on a dû vous faire quelque chose comme ça. Vous voyez, donc là, c'est pas évident. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on vous a mis ici? Voilà, ici, vous avez la décomposition en série de Fourier. Voilà, décomposition en série de Fourier du signal en rouge, donc de valeur absolue de U de T. Voilà. Donc la valeur moyenne, c'est facile à calculer. Les différents harmoniques qui sont plus compliqués à calculer. Voilà. Alors, pour les calculer, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je ne vais pas le calculer, parce que là, pour le calculer, ça prend un quart d'heure, 20 minutes à calculer. Par contre, je vous invite à le calculer, c'est-à-dire je vous invite à reprendre ça et à essayer de retrouver la formule qui est au-dessous. Ça, vous savez faire, vous avez vu la formule en maths, vous l'avez revue en sciences de l'ingénieur. Donc ça, vous devez normalement savoir le faire. Je ne le referai pas ici. Voilà. Alors, dites-moi, d'après les propriétés de symétrie de la courbe en rouge, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la décomposition en série de Fourier? Dites-moi comment on écrirait, on ne va pas le faire, mais dites-moi comment vous écririez le AN, les AN et BN. Alors, oui. Voilà, il est nul parce que la fonction elle est paire, donc les BN sont nuls, il n'y a que les AN. D'accord? Alors dites-moi comment vous allez écrire le AN. Ça, vous l'avez vu, ça, en cours. Ouais, alors, quel cosinus, quelle période, etc. Moi, je voudrais avoir toutes les indications, parce que là, si vous me dites ça, c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Alors, après, on peut remplacer la période, ça doit être la période de T sur 2. Voilà, c'est T sur 2, on va l'appeler T', hein. Je vais appeler T' égale T sur 2. Alors, qu'on soit d'accord, T', c'est la période de U de T, et grand T, c'est la période de la sinusoïde, V de T, d'accord? Voilà, et donc là, si vous faites ça, vous écrirez quoi? AN égale? Alors d'abord, le coefficient, c'est 2 sur T'. Hein. Vous avez 2 sur T, en définition, intégrale de 0 à T', de quoi à quoi? Alors 2
Non, non, alors c'est U de t simplement, parce que là on est entre 0 et t', donc de U de t multiplié par cosinus. Et non, alors c'est pas un oméga t, vous voyez, c'est cosinus. Faites attention, c'est cosinus, un oméga t avec oméga qui est la pulsation associée au fondamental de U de t. Donc ce serait plutôt en n, qu'est-ce que je mets ici? N oméga prime de t. C'est le oméga avec le t prime. D'accord? Le t prime qui est la période de U de t. À ne pas confondre avec la période de V de t, qui va vous permettre d'avoir la définition de U de t entre 0 et t prime. Donc c'est ça, c'est là où il ne faut pas se planter, multiplié par dt. Et du coup, voilà, si vous remplacez, vous allez vous retrouver avec par t, vous allez vous retrouver avec du 2 sur t', c'est-à-dire du 4 sur t, intégrale de 0 à t sur 2, multiplié par U de t. Alors le U de t, que vaut le U de t entre 0 et t? Alors U de t vaut V racine de 2 sinus oméga t, d'accord? Et multiplié par quoi? Par cos n, et que vaut oméga prime? 2 oméga. Voilà, c'est ça qu'il va falloir calculer, le coefficient n. Alors, je vous laisse le faire si vous voulez chez vous. Il faut appliquer un coup les formules de trigonométrie. Vous voyez, c'est cos A, cos B. Je ne me souviens même plus ce que ça vaut, cos A, cos B. Vous devez savoir, parce que vous devez les connaître par cœur. Et voilà, donc là, vous faites les formules de trigo pour linéariser. Et puis après, vous avez 2 intégrales à faire dans les deux. Il y en a une qui va être nulle et puis l'autre qui va être pas nulle. Voilà. Et du coup, avec ça, hop, vous trouvez ce que vous avez. Vous trouvez ce que vous avez là. D'accord? Et du coup, vous voyez que, regardez, qu'est-ce que ça veut dire ce 2 oméga? Le 2 oméga, vous voyez, le 2 oméga, ça ne veut pas dire que vous avez que les harmoniques de Rampère. Le 2 oméga, ça vient du fait que le oméga, c'est la pulsation qui est associée à V de t, et que le 2 oméga, ça va être la pulsation pour la décomposition en série de Fourier. C'est-à-dire le 2 oméga, il est associé à la période de U de t. Donc, vous voyez, le 2 oméga, c'est l'oméga prime. Donc, vous voyez, le n que vous avez devant le 2 oméga, c'est le rang de l'harmonique. Si n égale 1, c'est l'harmonique 1. n égale 2, harmonique 2, etc. D'accord? Fondamental, donc n égale 1, et puis harmonique 2, etc. D'accord? Voilà, vous trouvez ça, vous avez ça, donc voilà, UN. Alors, ça veut dire que le UN, c'est l'harmonique de rang n de la décomposition en série de Fourier de U de t. Donc 2V racine de 2 sur pi, fois 2 sur 4n carré, moins 1 sin n 2 oméga t, moins pi sur 2. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour calculer? Moi, ce qu'il faudrait, c'est que je connais le courant moyen, il faudrait que je calcule le I1, la valeur efficace du courant, et puis l'harmonique 2 de courant, harmonique 3, etc. Voilà, le fondamental du courant, harmonique 2, 3, etc. du courant. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comment on s'en sort après pour calculer les différentes harmoniques du courant? Ça aussi, vous l'avez fait, c'est des choses qui ont été faites au premier semestre. On envoie un par un les différentes harmoniques sur l'impédance de la tension et on calcule, puisque c'est des sinusoïdes, et avec la notion d'impédance complexe, on va calculer l'harmonique du courant qui correspond à l'harmonique de la tension. Donc on envoie le fondamental sur le circuit RL de la tension, on calcule le fondamental du courant, puis l'harmonique 2 de la tension sur la charge RL, on calcule l'harmonique 2 du courant, etc. D'accord? Donc on se retrouve, vous voyez, on se retrouve avec ça. Donc vous avez votre charge RL. On met à ces bornes
le UN de t. Ici, je vais avoir le IN de t. Voilà. Et je déduis de ça, donc je vais déduire l'harmonique de rang n du courant. Et sachant que, bien sûr, le UN de t, il est donné par alors du racine de 2 fois Vn fois UN sin n de oméga t moins pi sur 2. Alors, comment on fait maintenant, j'ai donc mon dipôle RL. Je lui ai appliqué l'harmonique de rang n de la tension, donc le UN qui est le sinusoïde. Comment je fais pour calculer IN? Comment je peux faire pour calculer IN? C'est là où c'est un peu délicat, mais c'est la méthode. Hein. Alors, comment on calcule IN? On utilise quoi? Là, on a le droit d'utiliser les impédances complexes. D'accord? Le droit d'utiliser l'impédance. Pourquoi? Parce que je suis, si je fais harmonique par harmonique, je suis en régime sinusoïdal. Donc, je peux utiliser la notion d'impédance complexe associée, bien sûr, à la notation complexe. Alors, quel complexe je vais associer à... qu'est-ce que je vais prendre pour UN complexe? Allez, dites-moi, UN complexe égale quoi? Allez, je vous montre comment le refaire, ça, rapidement. C'est pas prévu, mais j'ai vu que vos camarades aussi ont eu un peu de mal. Alors, le UN complexe, il vaut... On peut faire UN exponentielle, quoi? Moins J pi sur 2. Ce n'est pas nécessaire de se traîner le exponentiel J n 2 oméga t. D'accord? Sous quelle forme chercher IN de t? Sous quelle forme on va chercher IN de t? Comme j'ai une sinusoïde, un dipôle linéaire. Alors dites-moi. Sous la forme également d'une sinusoïde, racine de 2 IN, sin, même pulsation, n2 oméga t, et ensuite avec un certain phi, je vais appeler ça le phi n, phase à l'origine du courant. D'accord? Et qu'est-ce que je vais associer comme courant? Souvent complexe à I de t, puisque vous savez que les impédances, ça ne marche pas avec les sinus oméga t, hein, ça ne marche qu'avec les complexes associés. Alors, quel complexe j'associe à I? IN, alors, d'abord, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le IN et le phi. N, alors, donc le IN exponentiel J 2 oméga t plus phi n. Mais le 2 oméga t, je peux ne pas le mettre. Donc IN, E, J multiplié par phi n. D'accord? Voilà. Et comment je fais le lien entre les deux? En passant l'écriture en cosinus-sinus? En passant, excusez-moi, parlez fort parce que je vous entends très mal, je ne sais pas. En passant l'exponentielle en cosinus et sinus? Ah non, non. On garde, vous voyez, le UN et le IN sous forme de complexe. Par contre, comment je fais le lien entre les deux? Grâce à... Pas Joule? Mais comment ça s'appelle ce qu'on met entre les deux? L'impédance complexe. D'accord? On va écrire effectivement que UN est égal à Zn multiplié par IN complexe. Et que vaut Zn, dites-moi? Que vaut le Z indice N, qui correspond à l'harmonique EN, pour ce circuit, pour le circuit RL? Alors, R plus... JL oméga? Et non, alors, L, R plus... JL oméga, non? Et non, pas JL oméga. Parce qu'on... Alors, pas 2 oméga. Il y a même JL 2 oméga fois N. On est sur l'harmonique de rang N. Et la pulsation du fondamental, c'est 2 oméga. D'accord? Donc, J, faites attention à ça. Hein. Vous voyez, d'où il vient le J oméga du JL oméga? D'une dérivée. Vous savez que U de T vaut LDI sur DT. D'accord? Si on considère que I de T
étant sinus oméga t, j'ai associé l'exponentielle j oméga t, je dérive l'exponentielle, j'ai le j oméga qui sort. Si au lieu d'avoir une exponentielle j oméga t, vous avez une exponentielle j n 2 oméga t, quand vous dérivez, vous allez avoir le 2 oméga n qui va sortir, d'accord, de l'exponentielle pour la dérivation. Donc ça me fait du j n 2 oméga multiplié par L. D'accord? Voilà. Et là, j'ai IN. Et donc, j'ai IN égale à UN exponentielle moins J pi sur 2 est divisé par R plus J L N 2 oméga. Bien sûr, le yen complexe vaut yen E fois J phi n. Voilà, comment je calcule yen? Moi, je voudrais la valeur efficace de l'harmonique de Rennes. Comment je fais? En prenant, je prends le module. Je prends le module du complexe de droite, un sur racine de R2 plus L2, N2, 4 oméga carré. D'accord? Voilà, donc j'ai le IN, vous voyez, en remplaçant UN, alors UN, on avait, je ne sais plus ce que vaut UN. Alors attendez, je vais juste chercher le UN que je dois avoir dans les conditions en série de Fourier. Je dois l'avoir ici, donc ça fait du 2V sur pi, 2 sur 4 carré moins 1. 2V sur pi, donc 4V sur pi, 4V sur pi, sur 4 carré moins 1. 4V sur pi sur 4n carré moins 1 et multiplié par racine de R2 plus L2 N2 4 oméga 2. Vous voyez donc là, j'ai la valeur efficace de l'harmonique de Rennes du courant. Oui. Valeur efficace de racine de 2, vous voyez, c'est la valeur efficace que j'ai là. Le racine de 2, c'est parce que c'est la valeur crête. D'accord, hein? On est sur une sinusoïde, donc la valeur efficace, valeur crête divisée par racine de 2. Alors, et que vaut phi? Alors, je vous l'aurais écrit ici si vous voulez en plus, parce que sinon on va être un petit peu embêté sur... Et maintenant, la phase de l'origine du courant, qu'est-ce qu'elle vaut? Donc, c'est l'argument. Que vaut l'argument? L'argument du complexe que j'ai là-haut, hein, le moins UN moins JP sur 2 sur R plus JL 2 oméga. Alors, dites-moi, que vaut l'argument? IN moins pi sur 2. Ça vaut? Ah oui, non, mince. Oula, je vous entends vraiment, vraiment très, très mal. Il faut parler très, très fort. Alors, l'argument vaut... Vous savez plus calculer l'argument d'un complexe? Ben, argument du numérateur, oui. C'est l'argument de N moins l'argument de... Alors, ben, ça fait du coup moins pi sur 2. Et tangente moins arctane, voilà. 2 ln oméga. L, 2 oméga, N divisé par R. Voilà, donc ça fait un truc un peu compliqué, mais on y est arrivé. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu ce qui va se passer. À votre avis, quelles vont être les harmonies qui vont être prépondérantes finalement? Regardez, si je calcule le premier, si je calcule la valeur efficace du fondamental du courant, qu'est-ce qui vaut? 4V divisé par quoi? Alors, regardez, je remplace N par 1.
Ça fait 3 sur 3pi racine de R2 plus L2. Allez, essayez de suivre parce que ce n'est pas forcément évident ici. Oméga 2. Regardez, je calcule le suivant, I2. I2 va valoir 4V sur quoi? Sur non, si vous remplacez 2 par... Ah oui, oui, 2, vous avez raison. Vous le remplacez, c'est moi qui fais les bêtises. Ok, vous dites des bêtises, oui. Si vous remplacez 2 par n par 2, ça fait... non, 2, ça fait... Oui, c'est bien ça, 15. Oui, je me disais. Comme je fais tout à l'heure, je me suis dit, j'aurais dit une bêtise tout à l'heure, non. Vous me rassurez. Alors, divisé par R2 plus... 16 L au carré, oméga carré. Plus n augmente, plus ça. Ouais, alors regardez, on a toujours... Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a toujours L oméga sur R qui est très supérieur à 1. Ouais, c'est-à-dire que souvent, parce qu'il y a moins d'inductance de lissage, donc souvent, vous avez même ça qui peut pratiquement se négliger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis? Regardez, qu'est-ce qu'on peut dire du rapport entre I1 et I2? Si je fais I2 divisé par I1, vous voyez, j'ai un cinquième qui vient un coefficient 5 là, qui vient de l'harmonique, du fait qu'on passe à l'harmonique 2. Et ensuite, je vais me retrouver ici, j'ai du racine de 4, ça me fait 2. Et puis là-bas, j'ai du racine de 16, ça fait 4. Donc 2, ça fait un demi. Donc vous allez avoir ça qui vaut à peu près un dixième. Donc qu'est-ce qu'on va garder à votre avis? Qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? On va écrire que I de T. Voilà, environ égal à, n'oubliez pas quand même qu'il y a le moyen, plus I1 de T. On appelle ça l'approximation du premier harmonique. D'accord? Voilà ce qu'on va faire. On va s'arrêter à l'harmonique 1 fondamentale du courant. D'accord? Vous voyez que là, par rapport à la tension, sur la tension, vous avez... c'est juste le rang en fait, de l'harmonique qui fait diminuer la valeur efficace de l'harmonique. Là, vous avez le rang de l'harmonique qui fait diminuer la valeur efficace de l'harmonique. Et vous avez aussi l'impédance. Vous voyez l'impédance qui est inductive ici et qui augmente fortement lorsque la fréquence augmente. Vous avez donc l'harmonique qui est divisée par l'impédance. D'accord? Donc à la fois, vous avez l'effet de l'impédance. On voit bien pourquoi... Vous voyez, on voit bien pourquoi l'impédance, elle lisse le courant. Qu'est-ce qui va se passer si on fait tendre, est-ce que vous le voyez, si le L est très grand, si on fait tendre L, qu'est-ce qui se passe si on se met à la limite? On le verra plus tard, le cas limite. Qu'est-ce qui se passe si on a une impédance qui est à l'infini? Voilà, à l'infini, ça va être, on va dire, peut-être un L oméga qui est 100 fois supérieur à R. On pourra considérer qu'il est infini. Oui? I de T, ça, on verse la valeur moyenne. Voilà, I de T devient égal à peu près à I moyen. Donc là, on a un lissage parfait. On aura un lissage parfait ici. Vous voyez, dès que vous mettez une inductance assez grande, il n'y a plus d'ondulation. Oui. Pourquoi L oméga sur R très grande grand 1? C'est toujours ce qu'on a, c'est-à-dire que vous avez suffisamment d'inductance pour que l'L oméga soit au moins 10 fois supérieur à R. Si ce n'est pas le cas, on pourra toujours ajouter l'inductance supplémentaire. Donc on a toujours, voilà, ça permet d'avoir l'effet de lissage. À la limite, si on a un L qui est très grand, on peut considérer que le L est infini et donc que l'harmonique 1 du courant, le fondamental, disparaît aussi. Et qu'il reste R, plus. généralement, il est petit.
c'est plus petit parce que c'est de la résistance d'un. Alors, ça peut être la résistance d'un inducteur. Ça peut aussi représenter ce qui est consommé par une charge aussi. Ça peut être, vous voyez, dans une modélisation d'un moteur, par exemple, ça peut être la consommation de puissance ça peut représenter la consommation dans un modèle, la consommation de puissance d'un moteur. Même si la puissance mécanique, on peut la représenter par R. Donc, c'est pas forcément toujours la charge RL, c'est la charge la plus importante, si vous voulez, en électrotechnique, à cause des bobinages. Mais le R, c'est pas forcément l'effet Joule de l'induit. Ça peut représenter aussi dans une modélisation la consommation de puissance d'un moteur. Essayez de ne pas parler, s'il vous plaît, au fond. Essayez de vous concentrer un peu. Voilà, donc ça peut... voilà, c'est plusieurs... C'est important voilà, de se dire, on a au moins toujours un oméga sur R qui est très supérieur à 1. Si on n'y arrive pas, on rajoute un peu d'inductance de lissage. Voilà. Alors, moi, je vais travailler dans cette approximation-là, ici, approximation du premier harmonique. Hein, vous voyez, donc c'est ce qu'on va faire ensuite. Voilà, donc on est dans cette hypothèse-là. Alors, voilà, je reviens à je vous ai fait tous les calculs, je vais redétailler tous les calculs qu'il y avait dans le cours. Voilà, donc on a I de T, on vient de le voir, hein, donc U1 divisé. Alors, vous voyez ce qu'on a fait ici, on a mis le R en facteur, on a sorti la racine du radical, voilà, ça vous donne ça. Donc U1 vaut 4V divisé par 3, vous l'avez ici, donc là c'est ce que j'ai écrit, 2 oméga T plus Phi1, et Phi1 vaut moins pi sur 2, moins arctan de 2L oméga divisé par 1. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'on calcule, vous voyez, c'est le taux d'ondulation. Alors, pour le taux d'ondulation, on fait donc le I1 efficace, donc valeur efficace du fondamental du courant divisé par le I moyen. Si je fais le calcul, là, je remplace simplement U1 par 4V divisé par 3pi. Voilà, je le réinjecte dans la valeur du I1. Voilà, et puis je divise par le I moyen qui vaut 2V racine de 2 divisé par pi R, et puis je trouve donc le R se simplifie avec le R qu'on avait sorti du radical, et on arrive à ça pour le taux d'ondulation. D'accord? Alors on voit que le taux d'ondulation, c'est vous voyez, c'est représenté un petit peu par, on le voit, hein, par la petite ondulation. Vous voyez un petit peu la forme du courant, hein, puisque la forme du courant, on retient que l'harmonique 1, d'accord, plus la valeur moyenne. Donc l'harmonique 1 a une pulsation qui est égale à 2 oméga, puisque une période égale à t sur 2. Donc vous voyez que dans t sur 2, j'ai une période de I1, hein, une période entière de I1, hein, d'accord? Vous voyez le I moyen, hein, donc là c'est après avoir fait l'approximation du premier harmonique. C'est-à-dire que là j'ai ce I de t, c'est après avoir écrit I moyen plus I1 de t, avec le I1 qu'on a calculé précédemment. Donc on a calculé le taux d'ondulation. On peut calculer la valeur efficace du courant en s'arrêtant au premier harmonique. Mais il suffit de faire I moyen carré. Hein, vous avez vu, c'est la formule de Parseval. Hein, vous l'avez vu hein, pour les décompositions en série de Fourier. Racine carrée de I moyen au carré plus I1 carré, puisqu'on s'arrête au premier harmonique. D'accord, donc après avoir remplacé par voilà, le I1 par donc U1 divisé par racine de R carré plus 4L2 oméga 2, on arrive à ce qu'il y a ici. D'accord. Voilà, donc valeur efficace, donc ça, tout ça c'est simple à retrouver. Voilà, alors pour la puissance active qui est consommée par la charge, P. Vous savez que P consommé par la charge, vous avez une charge RL, ce qui consomme de la puissance, c'est la résistance. La résistance est traversée par un courant I de T qui a une certaine valeur efficace qu'on vient de calculer.
Hein, vous savez que la puissance dans une résistance, puissance active, R, multipliée par la valeur efficace au carré. D'accord? Donc la valeur efficace racine de I moyen carré plus I1 carré, hein, donc au carré, R facteur de I moyen carré plus I1 carré. Toujours dans l'hypothèse, hein, on est bien sûr dans l'hypothèse de l'approximation du premier harmonique. C'est-à-dire qu'on s'est arrêté à I1 de t. Voilà. Si on considère que le pont est sans perte, c'est-à-dire qu'on considère que les 4 diodes elles dissipent une puissance proche de 0 parce que c'est des diodes idéales. S'il n'y a pas de perte dans le pont, on peut dire que le P charge, c'est aussi le P qui est consommé à l'entrée du pont. C'est le P alimentation. C'est ce qu'on a écrit ici. P égale P plus P charge. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est la forme des courants. Alors, regardez, je reviens au montage. On va essayer de voir un petit peu on va revenir au P alim, en fait, au courant dans l'alimentation. Alors, pour ça, je vais revenir au montage. Ouais, ça va permettre de comprendre ce qui est écrit dans ce tableau. Voilà, donc le montage est là. Alors, vous voyez, si je regarde le I alim, si je fais une loi des nœuds, ben, je peux dire que I alim vaut ID1 et le ID4, vous l'avez ici, donc ID1 moins ID4. D'accord? C'est OK? Pas de problème, loi des nœuds. Donc, si je suis dans l'intervalle 0 t sur 2, la diode qui conduit, c'est D1 et D3, donc I alim égale I D1. Et la diode D1, vous voyez, conduit le courant I de T, c'est-à-dire que le courant I de T est égal à I D3, il est égal à I D1. Donc I alim est égal à I de T. Maintenant, si je me place dans l'intervalle T sur 2T, que vaut le courant de source, le courant d'alimentation, le I alim? Qu'est-ce qu'il vaut dans ce cas-là, sur l'autre intervalle? Et quelles sont les diodes qui conduisent sur le premier intervalle, c'est D1 et D3. Sur le deuxième intervalle, c'est D2 et D4 qui conduisent le courant I de T, le courant dans la charge. D'accord? Donc ID1 vaut 0. Donc I alim vaut moins ID4. Et moins ID4, puisque le courant I de T passe par D4 et D2, le moins ID4 vaut moins I de T. D'accord? Alors, ce que je peux écrire entre 0 et t sur 2, c'est que le I alim vaut ID1. Je peux aussi écrire que ID1 égale ID3 égale I de t. Et par contre, ID2 égale ID4 égale 0, puisque les diodes sont bloquées. Et sur l'autre demi-période, j'ai ID2 qui est égal à ID4, qui est égal à I de t. Et par contre, j'ai ID1 qui est égal à ID3 et qui est égal à 0. D'accord? Donc tout ça, c'est important pour la suite, hein, pour tracer les graphes. Ça va tout le monde? Allez, on va essayer de tracer les graphes maintenant, voir un peu ce qui se passe. Voilà, donc le tableau, c'est ce que je viens de faire, hein, ce qu'il y a dans le tableau. Alors regardez, je l'avais fait ici. J'avais... donc on a, si vous voulez, on peut reprendre, est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps? Ouais, il va rester quelques minutes. Alors, vous voyez, donc on avait ça, je vais reprendre ce que j'ai écrit ici. Vous voyez, donc ça c'est le courant dans la charge, hein, puisque méthode approximation du premier harmonique, donc on a une valeur moyenne, plus l'ondulation,
avec une sinusoïdale, avec une période de t sur 2. C'est pour ça que entre 0 et t sur 2, et entre t sur 2 et t, vous avez une période de sinusoïde entière, hein, puisque la période ici, c'était prime égale à t sur 2. Donc là, 0 et t sur 2. Entre 0 et t sur 2, on sait qu'on a d1 et d3 qui conduisent. Et entre t sur 2 et t, vous avez ici d2 et d4 qui conduisent. Voilà. Donc le courant, comme il passe par d1 et d3, vous voyez ici, si je le mets en bleu, le courant ID1 est égal à ID3 en bleu. Donc, vous voyez, il vaut, hop, ça suit ça, ça repasse à 0. Ensuite, vous voyez, et puis après, ça suit, voilà, le reste, etc. Maintenant, je vais vous mettre, j'ai ID2 qui est égal à ID4. Donc, vous voyez, la diode D2 et la diode D4 prennent le relais entre T sur 2 et T. Donc, 0 entre 0 et T sur 2, 0. Puis, ensuite, ça suit I de T entre T sur 2 et T, et ça revient à 0. D'accord ? Puis, ça repasse ici, comme ça, hop, etc. Et ensuite, pour le IALIM, est égal à ID1 moins ID4. Donc, vous voyez, le ID4, c'est la courbe en vert. Le moins ID4, c'est la courbe en vert retournée. Et si je fais le ID1, qui est la courbe en bleu, plus la courbe, moins la courbe ID4, ben, je trouve la courbe que j'ai tracée en rouge. C'est-à-dire que, vous voyez, pour le IALIM, j'ai... Ça suit, donc il est positif entre 0 et t sur 2. Donc ça, c'est le courant à la source. Négatif ensuite entre t sur 2 et t, puis etc. Alors, on va faire des calculs de facteurs de puissance et puis de puissance apparente. Bon, la puissance absorbée par la charge ou la puissance qui est délivrée par l'alimentation de calcul, elle vaut P. La puissance apparente, vous voyez qu'elle peut aussi bien se calculer côté ALIM que côté charge. Pourquoi ? Parce que le V efficace côté ALIM et le V efficace côté charge sont égaux. Vous voyez, si on fait U carré de T, qu'on prenne la sinusoïde ou la valeur absolue de la sinusoïde, U carré de T est égal à V carré de T. Et ensuite, le IALIM, c'est le courant qui est voilà, que j'ai tracé en rouge. Et le I dans la charge, vous voyez, je vous le mets ici. Je le mets voilà, avec une autre couleur. Vous voyez, le I dans la charge, je vais le mettre... je vais changer un peu de couleur ici. Je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre. Le jaune, ça ne va pas rendre. On va mettre, je ne sais pas, une espèce d'orange ici, ou de rouge, j'en sais rien. Plutôt du bleu foncé. Voilà. Alors, regardez. Et le I dans la charge, je l'ai là. Voilà. Vous voyez que si on élève l'ondulation au carré ou qu'on élève le signal en rouge au carré, on retrouve la même chose. C'est-à-dire que vous avez également I ALIM carré qui est égal à I dans la charge au carré. Et vous avez, donc on l'a vu, le V carré de T à l'entrée qui est égal à U carré de T. Donc,
grand V égale grand U en valeur efficace, et le I à lim efficace est égal au grand I. Donc, c'est-à-dire qu'on soit en amont ou en aval du pont, on peut écrire que la puissance apparente vaut grand V multiplié par grand I. Et du coup, le facteur de puissance, comme on a calculé le R, on a vu que le R valait RI carré. Le facteur de puissance vaut RI carré sur S, V fois I. On voit que le facteur de puissance vaut RI divisé par V. RI divisé par V. Et alors, I efficace. Alors, pourquoi oui. Alors, le I efficace vaut. Alors on avait dû le calculer préalable. Oui, ça devait être du 2V. Oui, alors il est exprimé ici avec l'autodondulation. Hein, donc on peut. Voilà, il faut reprendre le I exprimé avec l'autodondulation. Vous devez l'avoir. Voilà, vous devez avoir ici l'auto-I. Voilà, le I efficace avec l'autodondulation, vous l'avez là. Voilà, donc voilà, vous avez 2V, racine de 2 divisé par pi r, et multiplié par 1 plus, voilà, on a fait sortir le R ici. Voilà, donc en se servant de ça, oui, en remplaçant en fait OI, bon, c'est un peu compliqué, en remplaçant le TOI par, oui, on a remplacé en fait ce qu'on a fait ici, en fait, on a remplacé le I1 par TOI multiplié par I moyen. Voilà, on a fait, c'est comme ça qu'on a réussi à exprimer le I efficace en fonction de taux I et de I moyen. En fait, au lieu d'exprimer en fonction de I moyen et de I1, on l'a exprimé en fonction de I moyen et de taux I multiplié par I moyen. Voilà. Voilà, et on arrive donc du coup, voilà, on peut mettre, vous pourrez le refaire chez vous, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a écrit en fait que le I valait racine de I moyen carré plus taux I carré facteur de I moyen carré. Attendez, je vais vous l'écrire ici, comme ça ce sera plus clair. Le I. Voilà, I, donc I moyen carré plus I1 carré. Et donc racine de I moyen carré plus taux I carré, taux d'ondulation, multiplié par I moyen carré. On a fait sortir le I moyen. Ça vous fait I moyen racine de 1 plus taux I carré. Et le I moyen, on avait trouvé 2V racine de 2. 2V racine de 2. Et divisé par pi R. Donc multiplié par 1 plus taux I carré. Vous voyez, si on fait RI, donc RI divisé par V, voilà, on trouve, vous voyez bien, hein, je fais RI. Donc si je fais RI sur V pour avoir le facteur de puissance, voilà, hop, je fais RI, ça me fait donc ici du 2V racine de 2 sur pi R multiplié par R multiplié par racine de 1 plus taux I carré, et je divise par V. Voilà, donc vous voyez que le R disparaît, ici aussi, le V aussi disparaît. Et on retrouve bien ce qu'il y a écrit ici. Hein. Alors, on retrouve bien le FDP, vous retrouvez bien le FDP que vous avez là. Voilà. Et ensuite, juste pour terminer, les pertes dans les diodes, si vous voulez considérer que les diodes ne sont pas des diodes idéales, en considérant le modèle de Thevenin de la diode qu'on a vu, le modèle linéaire qu'on a vu au tout début du cours, vous pouvez écrire que le P dissipé dans une diode U0 fois ID moyen plus RD ID carré. Vous voyez que le ID moyen, comme dans chaque diode, le courant passe par intermittence pendant des demi-périodes. Donc, vous voyez que le ID moyen vaut le I moyen total divisé par 2. Et pareil pour le ID efficace, comme il passe par intermittence, vous voyez entre 0 et T sur 2, le courant vaut I de T par exemple, et ensuite entre T sur 2 et T, il vaut 0. Pareil, le ID efficace au carré vaut le grand I carré dans la charge efficace
divisé par 2. Et vous avez pour une diode, vous avez donc la puissance dissipée qui vaut I0 fois I moyen sur 2, plus R2, I carré sur 2, I efficace carré sur 2. Et comme il y a 4 diodes, vous multipliez par 4 et vous avez la totalité des pertes dans le pont en considérant le modèle linéaire de la diode, donc le modèle de Thevenin de la diode, avec tension de seuil et résistance dynamique. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai fait la même chose pour tout le monde. Voilà, donc la prochaine fois, on fera moins, ce sera moins dense, on fera plus d'exos. Donc essayez de préparer les TD. Alors, on essaiera de travailler sur les TD. Merci beaucoup, au revoir. Les fins, là.